Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de la cartographie des traitements, donc des traitements de données à caractère personnel, aujourd'hui essentiellement, puisque on s'intéresse aux données personnelles chez Dastra essentiellement. Et l'idée, c'est de passer de l'inventaire de cette cartographie à en produire un levier de gouvernance. Et on va voir un peu plus dans le détail qu'est-ce que cela induit et pourquoi est-ce que ça c'est important. Alors l'objectif de ce webinaire, c'est pas de faire un cours magistral sur ce que c'est que la gouvernance des données, etc., mais plutôt d'essayer de vous apporter des éléments de réflexion sur la raison d'être de la cartographie des traitements, le fameux registre, et comment est-ce que finalement ce registre, on peut essayer d'en faire quelque chose qui soit utile, hein, on va voir. Alors, pour préciser qui je suis moi Jérôme de Mercey, un des fondateurs de Dastra, également en charge des opérations. Je suis juriste de formation, je travaille à la CNIL pendant plusieurs années, notamment au service des contrôles. Et donc, je connais plutôt bien le sujet de la protection des données. Et depuis quelques années avec Dastra, je m'intéresse essentiellement aussi à la partie documentation, cartographie aussi de ces traitements pour pouvoir en assurer un meilleur pilotage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dastra, Dastra, nous sommes un éditeur de logiciels, d'un logiciel éponyme qui s'appelle Dastra et qui permet de répondre aux besoins que vont avoir les DPO notamment sur la cartographie des données à travers une plateforme modulaire, flexible, qui va vous permettre de faire intervenir plusieurs personnes, de pouvoir piloter vos traitements, de pouvoir piloter les exercices des droits, les violations de données, les plans d'action, les questionnaires pour faire des analyses d'impact, des analyses de risque, des analyses en tout genre, de vraiment consolider l'ensemble de la documentation nécessaire sur la conformité, sur vos besoins métiers, mais également d'en produire de la valeur au sein de votre organisation à travers, on va le voir, eh bien, des indicateurs essentiels qui vont vous permettre de dégager donc de la valeur métier et la valeur business. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? Premièrement, on peut constater souvent que, et c'est ce qu'on voit la plupart du temps, et moi je l'ai vu beaucoup aussi dans mes expériences précédentes, la cartographie de ces traitements, elle est souvent sous-exploitée, voire pas du tout exploitée. Pourquoi est-ce qu'on fait cette cartographie? Parce que c'était une obligation de conformité, parce que on l'a fait pour nous, et en fait, on n'a jamais mis les mains dedans. On s'est dit, bon, c'est bon, on a le registre, on a coché notre case, et on n'a jamais mis les pieds dedans. Donc finalement, il est là dans un coin, et ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien. Du coup, ça fait voilà, on peut se demander quelle motivation on va retrouver à maintenir ce registre qui est, quand bien même, une obligation légale. Donc la cartographie est souvent exploitée. Et donc, pourquoi est-ce que on va en parler? Parce que c'est l'objectif, ça va être de dire, cette cartographie, on va peut-être pouvoir l'utiliser. L'utiliser pour en faire un outil qui soit stratégique. Stratégique pour notre organisation, pour l'entreprise auquel j'appartiens, pour la collectivité, etc. Et donc, dès qu'on commence à parler et à positionner un mot qui est le mot stratégie, eh bien, ça résonne. Ça résonne un peu plus pour les dirigeants de l'entreprise, de l'organisation, pour finalement l'organisation dans son ensemble. Parce que tout de suite, ça devient quelque chose qui est un pilier et qui s'intègre dans un mouvement plus global. Donc l'objectif, c'est de dire, bah, ce travail, c'est d'en faire un outil stratégique. Si on peut commencer peut-être par un tout petit sondage
et on pourrait faire un sondage avec un petit outil là, qui s'appelle voilà, sondage. Où est-ce que vous en êtes dans votre cartographie? Je vous propose juste peut-être de répondre dans la conversation, pas commencer en cours, finaliser mais pas exploiter. Est-ce que vous avez déjà exploité la cartographie de vos traitements en tant qu'outil de gouvernance? Alors, si jamais vous avez l'occasion de répondre voilà, rapidement, comme ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc, on est évidemment beaucoup dans le en cours. Ça, c'est assez normal, on va dire, parce que ça veut dire qu'on a un objectif d'aller jusque-là, et c'est une bonne chose. Voilà, pas commencer, ou finalement on peut exploiter. Hein. Aujourd'hui, on constate surtout qu'il y a encore assez peu de DPO ou d'organisations qui vont mobiliser cette cartographie, ce registre comme outil de gouvernance interne, plutôt que de travail fastidieux et soit pas commencé, soit pas exploité. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour vos retours, c'est intéressant de voir ça. Donc n'hésitez pas hein, à poser vos questions si vous en avez là-dessus. Alors, la cartographie, qu'est-ce que c'est? C'est surtout c'est une obligation, on va le voir, mais c'est surtout aussi un levier, on va le voir. C'est une obligation du RGPD, vous le savez tous. Pourquoi est-ce que on fait un registre? Parce que on n'a pas le choix. Aujourd'hui, le RGPD, l'article 30 du RGPD, en tout cas pour notre périmètre français ou européen, nous impose de tenir un registre des activités de traitement, donc de décrire un certain nombre de choses sur tous les processus qui impliquent l'utilisation de données à caractère personnel. Bon. Ça, c'est l'article 30. Mais surtout, cette cartographie, au-delà de cette simple obligation légale, c'est surtout un élément de base de la conformité, hein, de la gouvernance derrière de cette conformité. C'est un outil qui est utile pour connaître, pour avoir une maîtrise de ces traitements. Et si on revient ici juste un peu sur le fondement même de pourquoi est-ce que le RGPD impose de tenir ce registre, et toutes les obligations qui en découlent donc de ce RGPD, ces obligations de documentation, c'est uniquement pour un seul objectif qui est de respecter évidemment le RGPD. Donc ça veut dire de donner des outils, d'imposer des outils aux organisations pour pouvoir assurer la conformité, pour pouvoir assurer la connaissance des traitements, pour pouvoir assurer le respect des droits fondamentaux des individus, et donc finalement de donner un outil qui va déjà se positionner dans une logique de gouvernance interne et de se positionner dans une logique de stratégique. Si on reprend le fondement du RGPD, le RGPD c'est quoi? C'est le règlement général sur la protection des données, ça c'est son petit nom, mais c'est surtout un règlement européen relatif à la libre circulation des données dans l'espace de l'Union européenne et l'espace économique européen, et également pour donc le respect des droits des individus. Mais on a la partie libre circulation des données. Donc l'objectif aussi de la réglementation relative à la protection des données personnelles, qui est ce RGPD général, c'est essentiellement aussi un outil économique de libre circulation, donc de faciliter la circulation des données à caractère personnel. Donc ça veut dire que déjà dans la logique du régulateur européen, c'est toujours aussi dans une logique aussi poussée par l'économie. Hein. L'Union européenne a aussi cette vocation-là, dès le départ, dans ses fondements, et de pousser la logique à travers quelque chose de stratégique. On va vous aider à connaître vos traitements, l'utilisation des données pour mieux soit les partager, soit mieux les utiliser dans vos objectifs de stratégique. Et en plus de ça, on va ajouter une brique
importantes associées à l'Union européenne et donc aux individus qui sont le respect des droits fondamentaux. On a un peu la même logique sur le règlement sur l'IA aujourd'hui, mais en tout cas, dans le RGPD, c'est vraiment comme ça qu'il faut aussi le prendre en considération. Et donc, pour pouvoir faire en sorte de pousser les organisations à créer de la valeur, à connaître leur traitement et à pouvoir en faire des objectifs stratégiques de valorisation et de pousser le modèle européen dans le monde un peu globalisé, eh bien, on va imposer un certain nombre d'outils, dont ce registre. Alors, c'est pour ça que le registre qu'on voit aujourd'hui dans le RGPD, il est quand même assez simplifié. Il y a un certain nombre de choses, mais bon, on ne va pas forcément trop dans le détail, etc. Il est simplifié, et en plus de ça, maintenant, on veut potentiellement encore simplifier les règles pour inciter les entreprises de moins de 750 salariés à ne pas tenir ce registre, à ne pas avoir cette obligation-là. Parce qu'on s'est rendu compte peut-être que ça peut être quelque chose qui est quelque chose de trop lourd. Et en réalité, c'est peut-être parce qu'il est sous-exploité. Et parce qu'on en fait juste un outil qui permet de répondre aux besoins de l'ECNIL. Mais c'est pas ça qui est important. Donc l'objectif, c'est d'en faire un levier de gouvernance. Parce que on a évidemment certaines limites à cet inventaire. Et vous avez noté que je parle d'inventaire. Le mot, c'est le registre. Registre, honnêtement, c'est un peu un mot des années 50. Oubliez un peu le mot registre, qui peut faire un peu peur. On se dit, bon, j'ai mon registre, il est là, on pense à un registre, à un classeur qu'on va ranger ensuite dans un placard et qui restera dans le placard. On va consulter les registres comme si on allait consulter les archives éloignées. Eh bien, cet inventaire, ce registre, finalement, il faut essayer de passer outre. On retrouve ces problématiques que j'évoque depuis déjà quelques minutes. On fait un registre aujourd'hui pour cocher la case de la conformité. Souvent, c'est même pas nous qui l'avons fait. On a demandé à un cabinet de conseil ou un cabinet d'avocats de nous pondre le registre sans vérifier ce qu'il y a dedans. Et c'est un modèle tout fait. On a coché notre case du registre. On n'a aucune valeur ajoutée pour les métiers qui ont peut-être été impliqués dans l'inventaire des traitements, dans la cartographie, voire pas du tout dans ce cas-là. Dans ce cas, ils ne savent même pas et on ne s'est même pas assuré que la cohérence entre ce qui est écrit et ce qui est fait par les métiers. Et puis surtout, cet inventaire, si on ne s'en occupe pas, eh bien les données, on va avoir à l'intérieur, le descriptif, il va être obsolète très rapidement. On va même pas, en fait, on aura fait quelque chose qui sera utile peut-être à un point T, mais en fait, 6 mois plus tard, l'objectif qu'on avait rempli, ben, il sera plus rempli. Parce que l'objectif du registre, c'est pas qu'il soit obsolète, c'est que le registre, c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a quand même certaines limites à faire ça, en tout cas à prendre le pli sous l'aspect purement administratif, purement c'est réglementaire, purement dédié aux personnes qui vont ou externaliser et avoir ça comme une tâche purement de cocher la conformité. Donc, on va essayer de transformer cette cartographie en un levier de gouvernance. On va essayer de trouver quelles sont les quelques clés qui vont être utiles pour pouvoir donc faire cette transformation. Et on va essayer d'en identifier peut-être 3 clés. La première chose qu'on va essayer de faire dans cette cartographie, c'est de la structurer. Structurer l'information au sein de la cartographie. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir un peu après, mais ça signifie tout simplement d'avoir quelque chose qui soit cohérent et qui soit utilisable. Ensuite, on va essayer de relier la cartographie à des besoins des métiers. Si on arrive à impliquer l'organisation, on a tout gagné. Tout d'un coup, le registre, la cartographie, elle ne sert plus qu'à cocher la case. Elle ne sert plus pour le contrôle éventuellement un jour, peut-être si jamais ça arrive, de la CNIL. Et ensuite, on va essayer d'utiliser la cartographie comme un outil d'aide à la décision. Comment je peux exploiter ça pour en prendre des décisions intéressantes dans le cadre de mon activité?
On va passer d'un inventaire statique à un pilotage dynamique de la gouvernance des données. Ça, c'est l'objectif qu'on peut essayer de se fixer. Et essayer de se dire, bah, finalement, comment moi, dans mon métier, par rapport à ce que j'ai, essayer de se positionner dans cette logique. Ce n'est pas un travail facile, mais par contre, c'est un travail sur lequel on peut se donner un objectif sur le long terme. Passer d'un inventaire statique à un pilotage qui est dynamique. Statique, c'est obsolète. Dynamique, ça sert à quelque chose, et en plus, on s'y intéresse. Alors, comment on peut structurer la cartographie? Quelques points clés qu'on va pouvoir identifier. Première chose, c'est qu'on va essayer d'organiser les choses. On va organiser cette cartographie par rapport à notre environnement. Donc, on va structurer par processus métier cette cartographie. On va dire, ben voilà, je vais m'intéresser au métier de, je sais pas, de la logistique interne, je vais m'intéresser au métier de telle ligne business, je vais m'intéresser au métier de la fonction RH, je vais organiser les choses par processus métier. Je vais ensuite essayer de bien définir dans ma cartographie les éléments de description. En fait, on peut dire, mais c'est ça, c'est de toute façon l'obligation du registre dans le RGPD. Oui, on doit tenir un registre des activités de traitement. Oui, je dois de toute façon décrire les données, les finalités, les acteurs impliqués. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est bien fait? C'est-à-dire que est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux facilement retrouver par processus métier, par grande catégorie, par peut-être famille d'activités, mes traitements? Est-ce que dans chacun de mes traitements, je vais retrouver facilement mes finalités? Est-ce que je vais retrouver une structure claire des données? Est-ce que je vais retrouver une structure claire des acteurs? Et souvent, ce qu'on voit, c'est que on va avoir des données qui sont déstructurées. Qu'est-ce que ça signifie déstructuré? Ça veut dire que on va se laisser la main, on va dire, bah, moi, je dois remplir ça, alors je vais écrire un texte. Et le texte, c'est inexploitable. Je vais écrire un texte, l'objectif de mon traitement est de faire blablabla, je vais faire un copier-coller de la norme simplifiée de 2015 à l'époque, ou je vais faire un copier-coller d'un registre que j'ai vu existant, et puis je vais finalement avoir mon bloc finalité. Je vais avoir mon bloc données, ça va être bah pareil. Je vais utiliser ça, 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 puis euh, je vais avoir peut-être ce type de données-là. On va mélanger des catégories de données, puis des données donc précises, sans finalement qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir de la clarté dans la description de ma cartographie. Ça veut dire passer par des processus bien déterminés, par une classification donc des éléments. J'ai des données. Est-ce que ces mêmes données que j'ai là, je peux savoir si je les réutilise dans un ou plusieurs traitements? J'ai mes acteurs. Est-ce que je peux savoir si tel acteur, il est dans un ou plusieurs traitements? Si je n'ai pas exactement le même nom de l'acteur, en fait, je vais peut-être me tromper. Si la donnée d'un côté c'est l'email, de l'autre côté c'est le courriel, bah, en fait, je vais peut-être me tromper. Demain, je veux savoir quels sont mes traitements qui sont utilisés par telle base légale dans mes finalités. Et ben, si jamais je n'ai pas cette catégorisation claire des choses, je n'arriverai pas à le faire. Et puis, ça passe évidemment par une taxonomie qui est partagée. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une logique de référentiel, une logique partagée par toutes les personnes qui vont travailler dessus, et surtout, et c'est aussi important pour les personnes qui vont travailler dessus ultérieurement, eh bien, d'avoir un lexique commun et qui soit réexploitable. Et nous, on l'a vu, on peut avoir, ben, en fait, on se retrouve avec des clients qui avaient récupéré le bébé de leur prédécesseur, d'un registre, mais en fait, ils ne savent pas du tout comment le lire, comment l'appréhender, parce qu'ils ne comprennent pas comment il a été construit.
c'était pas clair, c'est pas exploitable. Résultat, bah, en fait, le travail est à mettre à la corbeille, à la poubelle, et on va recommencer de zéro. Donc ça, c'est vraiment important, cette taxonomie. Alors, je prends une première question au passage que je vois. Est-il prévu d'identifier dans la cartographie des données pivots, est-il courant d'inclure dans la cartographie des traitements un PCA? Alors, vous pouvez très bien, par exemple, évidemment, et c'est l'objectif d'un outil, par exemple, que vous pouvez utiliser comme Dastra ou d'autres, mais avoir cette taxonomie, avoir ce niveau de granularité de vos données qui va être pivot, c'est-à-dire de vous donner un référentiel avec tout simplement un glossaire. Eh bien, en fait, on va savoir que les données que vous allez utiliser, elles sont rangées dans ce référentiel. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Si vous avez besoin d'en ajouter, essayez déjà de rentrer dans les cases. Et si vous n'arrivez vraiment pas à rentrer dans les cases, à ce moment-là, eh bien, on peut ajouter une nouvelle donnée, mais qui sera validée. Et effectivement, l'objectif, ça va être de travailler sur la qualité. Donc, ça peut être, par exemple, un plan d'assurance qualité sur les données, sur les référentiels. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais en tout cas, l'idée, ça va être évidemment de travailler sur ça. Autre élément, donc, pour mobiliser cette gouvernance, c'est la connecter. Ne pas travailler donc sur un silo. Utiliser cette cartographie et la, 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 la disperser, je dirais, un peu dans l'ensemble de l'écosystème de l'organisation. Ça passe par notamment eh bien, mobiliser les autres travaux qui sont faits par les autres métiers, peut-être qu'ils vont faire la même chose, et que vous allez faire un travail en doublon. Et que l'objectif sera peut-être d'un côté d'avoir une cartographie des systèmes d'information, de l'autre côté d'avoir une cartographie des traitements. Mais à la fin, bah, vous allez peut-être avoir la même chose parce que vous allez parler des applications métiers. Alors, s'il y en a un qui fait la cartographie des applications métiers d'un côté et l'autre qui le fait de l'autre, déjà d'une part, bah, vous allez faire double travail, et en plus, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et donc, quel sera le résultat qui sera finalement celui qu'il faudra prendre en considération quand il y aura besoin de prendre une décision? Donc, pour créer de la valeur, éviter les silos, l'objectif, c'est de travailler de manière synchronisée. Donc, on peut connecter. Alors, connecter, c'est un mot qui peut être technique, mais qui peut être aussi tout simplement parfois très simple dans l'organisation des processus. Eh bien, travailler ensemble. Je l'ai évoqué. Sur la sécurité des systèmes d'information, vous avez beaucoup de travaux de cartographie qui sont réalisés par l'IT, par le RSSI, par notamment les architectes IT dans les projets. Donc, il y a déjà des couvertures qui sont réalisées par ces métiers. Vous allez avoir aussi une couverture des fournisseurs, que ce soit par les achats, que ce soit au niveau peut-être de la direction juridique, pour les contrats, etc. Ces travaux existent. Pourquoi ne pas tout simplement mutualiser ces éléments-là pour travailler de manière concertée, éviter le travail donc de silos qui nuit à la productivité de l'entreprise et puis qui nuit à la bonne communication aussi entre les métiers. Et puis à la fin, en fait, voilà, le grand perdant dans l'histoire, à la fin, c'est l'organisation parce que en fait, elle aura perdu de l'argent parce qu'elle aura fait double travail, et puis en plus, elle n'aura pas le bon référentiel pour prendre sa bonne décision. La décision, c'est justement ça qui va être intéressant. Comment on va pouvoir travailler sur la cartographie comme un outil décisionnel. Ici, on va essayer de s'intéresser, quelques cas d'usage que je vous présente, c'est toujours l'intérêt de parler de cas d'usage, mais surtout de la valeur que peut apporter une cartographie bien faite. On l'a dit, une cartographie bien faite, elle est claire, il y a une taxonomie, elle est structurée. Elle est structurée, ça veut dire qu'on la rend exploitable. L'un des grands défauts qu'on a sur les registres, c'est qu'ils sont complètement inexploitables.
et qu'on les a fait uniquement parce que si jamais on a un contrôle, on est prêt, on peut le donner. On l'a jamais revu et il sert à rien, globalement. Pour la petite histoire, j'étais à la journée RGPD la semaine dernière, donc organisée à Paris par la CNIL, et il y avait une intervenante grande société d'assurance, qui disait que moi, le registre, honnêtement, je ne m'en occupe pas. Elle était DPO, je ne m'en occupe pas, il est au placard. On est typiquement dans le cas où on a vu sous-exploité, outil pour cocher la case, il n'est pas mis à jour. Honnêtement, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Ce qui était intéressant, c'était les réactions de la salle. Il y a eu 4-5 personnes qui ont pris la parole en disant, mais moi, en fait, non, le registre, c'est hyper utile. Et c'est mon outil de suivi, de pilotage. Et donc, ça, on voit que, alors il y a d'autres manières peut-être de le faire, mais en fait, c'est la vocation première de cet outil du registre, du pilotage des traitements et derrière de la conformité. Vous savez, dans le RGPD, vous avez l'article 5 qui prend tous les principes du RGPD, la sécurité, les finalités, la limitation des données personnelles, la durée de conservation, etc. Et puis, en fait, tout ce qui suit, après, vous avez l'article 6 pour les bases légales, mais tout ce qui suit, eh bien, ce n'est que fait pour respecter l'article 5. Faire des PIA, ça permet de s'assurer qu'on est conforme à l'article 5, respecter les transferts, etc. Tous ces outils-là, poussés par le RGPD, ça ne sert qu'à ça. Et donc, cet outil primordial qui est le registre, cette cartographie, il faut vraiment l'utiliser comme ça, pour respecter la conformité. Et puis après, on peut avoir des leviers donc, de décision par rapport aussi à la conformité, mais on peut aussi avoir des leviers de décision par rapport aussi aux travaux qui sont faits dans le cadre de cette cartographie. Notamment, on va identifier potentiellement des risques par rapport à nos acteurs intervenants, nos parties prenantes, nos sous-traitants, par exemple, par rapport donc à nos outils utilisés, par rapport, par exemple, au contrat qu'on va avoir sur ces traitements. On va pouvoir identifier rapidement lesquels sont les plus importants, lesquels sont les plus risqués, sur lesquels il faut faire des travaux d'AIPD, par exemple, et puis prioriser les actions. Donc, on décide ici, par rapport au risque qui peut être le risque de conformité, mais aussi un risque de sécurité, un risque organisationnel, un risque business, in fine, par rapport à l'activité, eh bien, quelles sont les actions qu'on va traiter. Le fait de piloter dans cette cartographie ces traitements et d'associer des éléments dans une structure claire, eh bien, on va pouvoir derrière en dégager des indicateurs, les fameux KPI. Combien on a de traitements qui sont conformes, combien on a de pourcentage de DPA qui sont réalisés par rapport à ce dont on a besoin, combien on a de traitements qui sont à risque, combien on a de traitements qui sont dans telle organisation, dans telle entité de mon groupe. Où est-ce que je dois prioriser les actions de mes équipes conformité, de mon DPO? Où est-ce qu'il doit travailler en premier? Souvent, vous êtes DPO, la réalité, c'est que vous n'avez pas de ressources. Donc, en fait, il faut forcément prioriser vos actions. Et si on n'a pas une vision claire, structurée, eh bien, de l'ensemble des traitements, c'est hyper compliqué de structurer et de prendre les décisions de où est-ce qu'on doit travailler en premier. Et puis, comment je vais faire du reporting à ma direction pour justifier peut-être tout simplement d'avoir plus de ressources. Et comment je vais pouvoir ensuite faire du reporting à ma direction en y expliquant que les actions qu'on a mis en place, eh bien, en fait, ça a amené de la valeur business. On a pu mutualiser des actifs. On a pu gagner un contrat parce que on avait montré patte blanche sur la conformité dans le cadre de cet appel d'offres. On a pu optimiser je ne sais pas, les processus, rationaliser grâce à ça. Donc on va voir que ces indicateurs-là sont essentiels. Comment
on peut se préparer à des audits. On est fournisseur d'une solution, on va avoir nos clients qui vont nous envoyer régulièrement des audits, contractuellement, tous les ans, puisque la loi l'impose. Vous avez des réglementations, que ce soit RGPD, mais aussi NIS 2, vous avez DORA, vous avez, selon votre secteur d'activité, aujourd'hui de plus en plus de réglementations qui imposent de faire des audits de conformité. Et les audits vont de plus en plus loin. On ne s'arrête plus à la simple case à cocher. On va demander la preuve. Si on n'est pas prêt, on va travailler dans l'urgence, et bien ensuite, on ne va pas pouvoir, et on va peut-être perdre ensuite le client. Et enfin, on va essayer de se positionner dans cette logique Privacy by Design grâce à ces outils de cartographie. Travailler sur cette cartographie de manière structurée, c'est aussi anticiper ça, et c'est donc pouvoir en dégager de la valeur, de la confiance. On a anticipé les risques, on protège les droits fondamentaux, on est une entreprise à mission, on est une entreprise qui est humaine, donc on va pouvoir donc le prouver et mettre en place ces processus. C'est là que c'est aussi important dans cette cartographie, pour qu'on arrive à en faire un levier de gouvernance, c'est d'arriver à mobiliser nos métiers. Le travail de silo, c'est la plaie, c'est faire ça tout seul. Et c'est que les métiers qui vont travailler aussi sur le registre, sur la cartographie, n'en voient pas forcément la valeur. Et que ça devienne finalement quelque chose qui est lourd, casse-pied, ah, il vient encore nous embêter avec son truc, oh, ça c'est la RGPD, ça nous emmerde, etc. Comment essayer de trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte que les métiers deviennent proactifs sur le sujet, acteurs de la cartographie. La première chose, ça va être d'expliquer l'intérêt que ça a pour eux de faire cette cartographie. Il ne faut pas oublier que la cartographie des traitements, c'est un outil qui permet d'avoir une vision globale sur toutes les activités de l'entreprise. Globalement, vous avez des traitements de données à peu près partout, et vous avez un environnement global qui permet de savoir exactement ce qui se passe partout. Mais c'est aussi l'intérêt pour les métiers d'expliquer ce qu'ils font, et puis de peut-être d'avoir aussi du recul sur ce qu'ils font. Comment ça marche, ce que je fais? Mon activité tous les jours, j'en fais peut-être plusieurs. Où est-ce que j'interviens? Comment ça marche? Comment je peux rationaliser ensuite ce que je fais? Comment je peux améliorer mon efficacité par rapport à tout ça? Est-ce que je remplis des tas de formulaires? Je remplis des choses. Comment finalement est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que j'ai pas un intérêt derrière à prendre du recul et donc à travailler un peu avec les DPO, par exemple, ou à le faire en autonomie si je suis capable, et bien de pouvoir décrire ce que je fais et ensuite pouvoir en prendre des décisions. Ça veut dire que l'intérêt métier, il est fondamental. Et puis souvent, les métiers, ils aiment bien expliquer ce qu'ils font. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche, etc. Et donc, derrière, ça permet aussi de faire le point. Ensuite, c'est évidemment ces métiers, les former, les accompagner. Alors, ça veut dire que ce qui est important, c'est de, de, d'identifier aussi le besoin par rapport à ce qu'ils vont faire. On ne va pas former tout le monde à la même chose. On ne va pas accompagner tout le monde sur la cartographie parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut que ce soit forcément ciblé. Il y a des gens qui ont plus d'appétence que d'autres à avoir cette capacité de mettre sur papier ce qu'ils font. Parfois, il faut les former pour ça, définir les concepts, voilà, c'est quoi les données, donner des exemples, etc. Peut-être faire avec eux, etc. Donc, mais il faut le faire de manière ciblée. Il faut identifier un peu les relais, par exemple. Il faut identifier les personnes clés dans l'organisation qui vont pouvoir le faire. Et évidemment, si on ne les forme pas, ça ne marchera jamais. On ne peut pas leur laisser un papier en disant tu vas le faire, voilà, mais ils ne verront pas l'importance si on ne leur parle pas de l'intérêt que ça peut avoir pour eux. Et puis ensuite, il y a une question de rituel.
pour que ce soit dynamique, il faut que ce soit répété. Il faut que ce soit quelque chose qui soit ritualisé. Donc la mise à jour, ça peut être des moments clés, ça peut être, et ça c'est les métiers qui le savent, ça peut être soit régulier, soit à certains moments de la vie de leur activité. Et donc, il faut arriver à trouver les bons moments pour ça. Et c'est pour ça que cette gouvernance, elle doit passer par un travail d'organisation. Comment on va faire? Et ça peut être la même chose partout, dans toute l'organisation. Ça peut être aussi des choses plutôt spécifique à chaque activité. Bon, on va dire, bah voilà, pour telle ligne d'activité, la mise à jour, ce sera plus fréquent, ce sera à chaque fois qu'on fera tel comité interne, on en profitera pour parler des traitements. Et puis, on a des gens qui sont plus ou moins alertes sur le sujet, et puis, etc., etc. Donc ça, l'organisation, il n'y a que vous qui la maîtrisez. Votre organisation, c'est essentiellement la communication en interne. Ça c'est autre chose. C'est pas l'objet de cette présentation-là, mais vraiment, le travail de communication avec les métiers est essentiel. Pour arriver à ce travail de gouvernance. Hein. Et finalement, nos objectifs long terme qu'on va se retrouver sur cette gouvernance, c'est évidemment d'avoir quelque chose qui dégage de la valeur, on l'a dit, pour être utile dans les décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir de la qualité. Sans qualité, c'est difficile d'avoir du bon reporting et d'avoir des bonnes décisions. Vous prenez un CRM, c'est la même chose. La gouvernance du CRM, c'est souvent des choses qui sont très bien organisées. Et quand c'est pas bien organisé, quand les données sont de mauvaise qualité dans le CRM, eh bien c'est toute l'activité qui en pâtit. Et bien là, c'est la même chose. La qualité des données de votre cartographie est essentielle pour pouvoir derrière en dégager de la valeur. Ça veut dire qu'il faut effectivement, et c'est l'objectif à long terme, peut-être, eh bien, travailler sur quelques ressources pour pouvoir le faire. Et ça veut dire aussi s'acclimater, peut-être prendre des outils pour le faire, etc. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de se préparer. Ce travail de cartographie, il ne sert pas que au traitement de données à caractère personnel. On va pouvoir mobiliser ce travail pour d'autres réglementations. On l'a déjà évoqué un peu, un petit peu, mais vous avez les obligations de cartographie dans la sécurité des systèmes d'information. Vous avez effectivement DORA, qui va vous imposer un registre des actifs, un registre des contrats, alors sous leur format, etc. Mais en tout cas, vous allez devoir aussi piloter les différents acteurs intervenant dans la chaîne contractuelle. Vous avez aussi l'IA, bien évidemment, le règlement IA, qui va vous imposer aussi, lui, un pilotage de tous vos systèmes d'IA. Donc cette cartographie, elle est utile pour aussi tout le reste. Si demain vous travaillez à l'international, vous avez besoin aussi de notifier eh bien, les éléments en jeu sur les réglementations locales, bah, la cartographie va pouvoir vous permettre de répondre à ces questions et puis d'avoir des réponses voilà, en fonction des besoins de vos métiers sur ça. Et enfin, accompagner la stratégie. Le mot stratégie est important. Ça, si vous arrivez à caler le mot stratégie dans vos bilans, ou dans vos reportings à la direction, vous allez gagner des points. Parce que la stratégie, c'est ce qui parle. C'est ce qui parle à la direction. On est dans les objectifs stratégiques. Si on arrive à positionner la cartographie, la conformité de manière générale, mais la cartographie et en faire un objectif stratégique pour tel besoin organisationnel, de la transfo numérique, de la maîtrise des risques en interne, eh ben, vous allez aussi pouvoir débloquer les budgets, parce que les budgets, on les assigne sur des objectifs stratégiques. L'open data, effectivement, on peut très bien aussi utiliser la cartographie pour pouvoir y adjoindre les indicateurs que l'on souhaite. Et ça, c'est tout l'intérêt d'une cartographie, c'est pas de s'intéresser uniquement au traitement, au RGPD, mais d'associer aussi les indicateurs open data. Est-ce que derrière, on n'est pas aussi sur la réglementation, vous savez, donc DGA, des Data Act, par exemple, au niveau européen, qui vont aussi permettre de pousser ces aspects open data. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma de processus pour rappeler un peu
ce qu'on peut faire dans l'inventaire, la gouvernance, c'est effectivement commencer cet inventaire, c'est une liste brute finalement de nos traitements. L'idée, ça va être de la structurer, de l'organiser par processus, de pouvoir l'analyser derrière à travers notamment de la priorisation, de l'évaluation de ces risques que l'on va identifier. Alors, quand on parle d'évaluation des risques, on n'est pas obligé de se lancer dans des méthodes IBIOS sur chacun des traitements. On peut faire déjà des choses très simples. Tout simplement des indices de sensibilité, classer nos traitements en 3 catégories, critique, médium, non critique, dans un premier temps. Ensuite, on va aller plus loin, les traitements critiques, là, on va pouvoir faire des analyses de risques plus approfondies, etc. Et ensuite, piloter les risques. Et ensuite, avec des contrôles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, mais ce travail de cartographie, déjà, vous devez avoir une vision très claire en une seconde de savoir tout de suite, ben, c'est quoi les enjeux importants en termes de protection des données dans mon entreprise. Faire des actions, de la gouvernance, donc ça veut dire aussi mettre en œuvre des actions et faire le suivi de ces actions, des projets en cours, mais aussi des actions de remédiation, par exemple suite aux risques identifiés, ou tout simplement des actions de remédiation dans le cadre de la conformité, de manière classique. Vous avez des audits, vous avez des choses, des plans d'action, voilà, qui s'inscrivent sur la continuité. Et enfin, toujours penser à réévaluer les choses, adapter aussi aux évolutions de contexte de notre organisation. Donc cette cartographie à travers soit des nouveaux indicateurs, soit réévaluer les indicateurs, et puis réutiliser aussi les éléments de la cartographie, donc par rapport voilà, à l'anticipation de nouvelles réglementations ou l'anticipation de nouvelles normes. Voilà, on a un objectif stratégique qui est de faire une certification ISO 27001, par exemple. Eh bien, est-ce qu'on ne va pas pouvoir réutiliser les éléments de la cartographie pour nous aider à répondre à ces objectifs de la certification? Et une certification ISO, ça peut être un objectif stratégique. Pourquoi ça? Parce que derrière, il y a un objectif business. Évidemment, on veut montrer patte blanche, on veut montrer qu'on est bon là-dessus. Donc, on a mis en place des processus. Donc, que notre cartographie, tout ça, ce ne sont pas des éléments statiques qu'on fait pour cocher la case, qui sont là pour les beaux yeux, donc de l'acné. On arrive au terme de cette présentation. J'étais un peu plus long que ce que je pensais. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions et puis d'essayer d'apporter des éléments de réponse si vous avez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation de la réunion ou sur l'environnement Q&R que vous avez. Et puis je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre si je peux. Voilà, vous avez effectivement vous voyez d'autres réglementations qui imposent aussi de cartographier les éléments, hein. La cartographie des actifs, ça vous allez la retrouver dans énormément d'endroits, hein, que ce soit dans la normalisation ISO, hein, notamment. Vous avez des cartographies des actifs à réaliser, mais également maintenant plus poussées par DORA, effectivement, mais aussi NIS 2, hein, donc la réglementation sur la sécurité des systèmes d'information, mais aussi voilà. Il peut y avoir beaucoup de réglementations sectorielles qui imposent aussi de le faire. Un webinaire sur les PIA. Alors, effectivement, c'est intéressant sur les PIA. Alors, on a déjà fait des webinaires. Vous pouvez regarder dans les historiques pour les replays, mais on pourra en refaire un avec plaisir. La cartographie dans un PIA, elle est évidemment intéressante. En fait, on a déjà fait le travail. Il faut savoir qu'une analyse de risque, d'impact sur les droits, sur la protection des données dans le cadre d'un traitement, on va avoir une nécessité de le décrire, de bien comprendre ce traitement. Et donc, si on n'a pas finalement fait ce travail de cartographie, alors même, on va devoir le faire sur ce traitement en tant que tel. Et décrire dans chaque traitement comment il fonctionne. Quelles sont les données utilisées, quels sont les objectifs, quels sont les acteurs impliqués, etc., etc. Quels sont les outils utilisés, quels sont les niveaux de risque à chaque fois que je présente sur chacun de ces éléments pour le faire. Donc l'analyse d'impact, c'est ni plus ni moins que se forcer à faire ce travail donc d'étude des risques et de cartographie poussée
et de description avancée de mon traitement, de connaissance, de maîtrise de mon traitement, avant de le mettre en place pour prouver que je me suis posé les bonnes questions avant de mettre en place ce traitement. C'est comme le registre, c'est un outil qui permet tout simplement de répondre aux obligations du RGPD, sauf qu'on va dire qu'il faut le faire de manière obligatoire pour les traitements qui sont les plus risqués. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, il y a plus d'enjeux pour les droits fondamentaux des individus. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois. Ah, bah voilà, peut-être une autre question. Vous dites, ça serait exister un module pour le suivi des risques. Oui, vous pouvez utiliser le module des risques de Dastra. Et donc, il y a déjà des analyses. Alors, sur les analyses, vous allez avoir dans Dastra un outil de suivi des risques pour ce qui est des analyses. Ce qu'il faudra, c'est plutôt les avoir en document pour pouvoir les stocker directement au niveau du risque pour prouver, par exemple, comment est-ce que vous avez fait cette démarche. L'analyse de risque dans Dastral va être faite à la fois de manière soit manuelle, soit à travers aussi des outils type questionnaire qui peuvent aiguiller et dégager un risque qu'ensuite on va pouvoir utiliser dans le suivi des risques sur Dastra. Mais n'hésitez pas, Pierre, à nous solliciter si vous avez besoin d'en savoir plus. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Vous pouvez scanner le petit QR code ou tout simplement m'envoyer un email ou aller sur le site d'Astra pour en savoir plus. Et j'espère que cette présentation vous aura été utile. Et encore une fois, qu'elle vous donne un peu des billes pour vous lancer à long terme sur un objectif, voilà, de ne pas faire un registre qui finisse dans un placard, mais quelque chose qui soit utile et donner un peu du sens à notre travail, quoi.